Madame, Monsieur, bonsoir. L'été sous la menace, une nouvelle vague épidémique au Maroc. C'est la question du jour et qui est désormais dans l'esprit de beaucoup de Marocains avec tout ce qu'elle charrie d'inquiétude en raison de la hausse des contaminations au Covid-19 constatée. La pandémie n'est pas terminée et nous continuerons à le dire tant qu'elle ne le sera pas. Fin de citation. C'était la semaine dernière et ça venait du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Alors faut-il s'inquiéter du rebond du nombre de contaminations, s'inquiéter et envisager le pire, à savoir un retour aux restrictions sanitaires par exemple, et la question de la généralisation d'une 4e dose de vaccin, serait-elle envisageable? Comment interpréter la forte augmentation des cas? Il ne faut pas s'inquiéter, rassure le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb. La situation épidémiologique au Maroc demeure stable depuis plus de 15 semaines, a-t-il rassuré. Mais certaines questions demeurent importantes. Quels sont les variants les plus relevés dans le monde et qu'en est-il du Maroc? Et la fameuse question de l'immunité, sera-t-elle suffisante pour nous protéger des nouveaux variants? Beaucoup de questions se posent par les Marocains alors qu'ils prévoyaient de passer un été normal, sans Covid. Pour répondre à ces questions, deux spécialistes sur le plateau de questions d'actu. Ce soir, professeur Azdine Ibrahimi, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Je vais rappeler, on vous connaît bien, hein, mais je rappelle quand même que vous êtes membre de notre comité national scientifique et technique, pour ne citer que ce titre. Bienvenue à vous sur ce plateau. En face, j'ai également le plaisir d'accueillir professeur Abdellah Baddou. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous. Vous êtes directeur donc du laboratoire d'immunogénétique à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, relevant de l'université Hassan II. Toujours un plaisir de vous accueillir, messieurs. Beaucoup de questions. J'ai toujours beaucoup de questions à vous poser. Et avant de poser les questions, peut-être juste un état des lieux en chiffres. Dimanche 19 juin, 1258 nouveaux cas signalés. Une moyenne quotidienne sur 7 jours qui augmente légèrement, vers 1475 cas au lieu de 1458 la semaine d'avant. 1 185 990 cas confirmés à ce jour. Un taux de positivité de 17,7% et un taux de guérison de 97,7%. 54 personnes en soins intensifs ou en réanimation, 13 admis au cours des dernières 24 heures. Alors, ces chiffres sont en hausse. Comment les interpréter? Professeur Ibrahimi. Tout à fait. Je pense que les chiffres sont là, ils sont réels. Je pense que deux indicateurs qui étaient très très bien juste à poser, je pense. En fin de compte, vous avez parlé de nombre de positivité, le pourcentage de positivité qui est très élevé. Et la deuxième chose de l'autre côté, c'est la guérison. Et donc ça explique et ça résume tout. Parce qu'avec un taux de guérison d'à peu près 98%, il y a vraiment un espoir. Donc les chiffres sont très clairs là. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est au milieu d'une vague. Voilà, c'est très très clair. C'est en fin de compte, c'est une vague atypique parce que c'est la première fois qu'on est en train de voir une vague qui est due à un sous-variant. Il n'y a pas un nouveau variant, mais c'est tout simplement l'Omicron qui est toujours là, mais avec un sous-variant. Et donc, je vais expliquer tout ça tout gentiment. Les caractéristiques sont toujours les mêmes, c'est-à-dire génétiques et génomiques sont là. Les sous-variants sont caractérisés en fin de compte parce qu'ils vont plus ou moins se distribuer et plus ou moins infecter plus rapidement les personnes. Et donc, on a une succession de sous-variants qui prennent le dessus. J'explique au Maroc, on a commencé avec le BA1, que tout le monde connaît, c'est le premier sous-variant original. Puis après, on est passé au BA2, c'est le sous-variant, le deuxième sous-variant. Et on est passé à un autre sous-variant, là, juste pour que les gens comprennent, BA2.1.12. Et là, il y a le BA5 qui prend le dessus. Et donc, c'est le BA5 qui prend le dessus au Maroc aussi, parce que c'est le cas en Europe. Ah oui, on aura ça, on peut le dire, donc je peux le confirmer. On a fait le séquençage chez nous au laboratoire et c'est fait donc, chez les Marocains par des Marocains. Et c'est vrai, c'est le BA5 qui prend le dessus. Je pourrais dire qu'il est au-delà de 50%. On n'a pas les chiffres exacts, mais on est sous une vague de BA5. Très bien. Alors, juste, puisqu'on parle toujours de chiffres, donc une nouvelle vague est confirmée, n'est-ce pas? Vous partagez cet avis, professeur Baddou, et aussi 1200 cas, vraiment parce que de l'autre côté de la Méditerranée, le chiffre est multiplié par 30. C'est-à-dire, par exemple, en France, on a des 30 000 cas, en Allemagne, des 90 000 cas quotidiens. Donc, est-ce que chez nous, on est épargné ou non, lorsqu'on regarde on ne teste pas assez? Pour répondre à votre première question, est-ce que c'est une nouvelle vague? Lorsqu'on regarde
Lorsqu'on analyse la courbe des vagues, on voit qu'il y a vraiment une augmentation donc de la quatrième, on peut appeler ça vague, on ne sait pas si ça va être une petite vague ou une vraie vague, mais il y a certainement une augmentation. Tous les indicateurs sont en faveur d'une vague petite, grande, on ne sait pas encore, mais sont en faveur. Mon ami professeur Ibrahimi a expliqué les raisons, parce qu'en général, on devrait s'attendre à un variant différent. Là, c'est un sous-variant, parce qu'on sait que l'Omicron est formé de plusieurs sous-variants. On avait des sous-variants ou un sous-variant, maintenant d'autres sous-variants, notamment le BA4 et le BA5 qui sont maintenant au Maroc, principalement le BA5, et ce qui explique cette nouvelle vague qui est légèrement différente de l'autre, mais il s'agit toujours d'Omicron. Maintenant, pour répondre à votre question par rapport aux chiffres, ce n'est pas qu'au Maroc qu'on a une sorte de sous-estimation des chiffres, parce que c'est tout à fait logique. Les gens ne vont pas se tester lorsqu'ils vont sentir une maladie qui est légère, n'est-ce pas, ou parfois même sans symptômes, pas de symptômes. Donc c'est tout à fait logique que les chiffres qu'on enregistre partout dans le monde, y compris au Maroc, sont plus faibles que les chiffres réels. Donc ça nous inquiète pas trop. Mais globalement, lorsque vous parlez de l'Europe, globalement en Afrique, les chiffres sont plus bas, sont beaucoup plus bas que l'Europe en général. Mais et également, les chiffres qu'on enregistre doivent certainement être multipliés par 5, 6, 7 pour revenir aux vrais chiffres. Il ne faut pas s'inquiéter. Si on multiplie par 7, on va revenir aux chiffres de l'été dernier qui étaient aux environs de 7 000 et ça inquiétait beaucoup. Mais moi, j'ai envie de revenir à un autre point pour répondre à cette question. Même, je dirais que c'est le contraire, au fait. Pourquoi les autres personnes ne se font pas tester? Parce que tout simplement, ils ont une maladie qui est beaucoup plus atténuée, qui est beaucoup plus faible. C'est pour cela qu'ils ne vont pas aller se tester. Si quelqu'un ressent un petit rhume-like, j'allais dire, bien évidemment, il va pas s'inquiéter, il va pas aller se faire tester. C'est pas dangereux si on se fait pas tester? C'est dangereux parce que dans la mesure où on peut faire transmettre la maladie à autrui sans le savoir, bien évidemment. D'un autre côté, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, il y a deux volets. Il y a le volet chiffres, mais il y a le volet virulence de la pathologie. Il y a le volet virulence, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en considération aujourd'hui, et on le sait, et c'est sûr que la virulence ou la pathogénicité qu'on enregistre aujourd'hui avec Omicron est beaucoup moins importante, beaucoup moins accentuée qu'avec les autres variants. Oui. Et parce que Omicron est plus faible du point de vue virulence, mais également parce qu'on a acquis une certaine immunité, aussi bien via le vaccin que via l'exposition naturelle au virus, qui nous a donné une immunisation assez importante et donc une barrière contre ce virus. Donc c'est ces deux balances-là qu'il va falloir garder en tête à chaque fois que l'on parle de l'épidémie, si l'on peut encore l'appeler, ou la pandémie, si vous voulez. Pandémie, épidémie, endémie, on en avait parlé. On en avait débattu lors d'une précédente émission, justement, puisqu'on parle de dangerosité du virus. Un décès au cours des dernières 24 heures, le 5e en 7 jours, donc on ne doit pas vraiment s'inquiéter, comme l'a rassuré d'ailleurs notre ministre de la Santé, professeur Ibrahimi. C'est bien qu'il faut rassurer les gens, mais je reviendrai, vous êtes très gentil, je pense, moi je multiplierai par 10 le chiffre, pourquoi pas? Oui. Moi, je dirais 10, parce qu'en fin de compte, parce qu'on est en train de faire 7000, en fin de compte, entre 7000 et 8000 tests par jour en moyenne, ce qui n'est rien du tout, en fin de compte. Sur une moyenne nationale. Sur une moyenne nationale, par exemple. Si on arrive juste à 50 000 avec un taux de positivité que vous avez signalé, c'est-à-dire, on arrive des jours à 20%, c'est-à-dire sur 100 tests réalisés, 20 personnes sont positives. Oui. Donc, si vous comprenez avec moi, si on arrive à 100 000, on arrivera à ce chiffre. À 20 000, oui. Ce qui est très très bien, c'est en fin de compte le découplage. Et ça, ce qu'il faudra vraiment vérifier. Le découplage entre l'augmentation du nombre de personnes infectées et aussi, de l'autre côté, le fait qu'on n'a pas des personnes qui rentrent en réanimation
et qui meurt. Ça, c'est très, très important. Si on arrive à confirmer ce découplage, ça il n'est pas confirmé selon le comité scientifique et technique. Voilà, je vais, chaque fois on reprend la même chose pour dire quand je parle à mon nom personnel, mais en fin de compte avec des arguments scientifiques. Voilà, pour que tout le monde soit content, que ça soit très clair. Très clair. Oui. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est en fin de compte, ce qu'on fait généralement quand il y a une montée, là c'est clair, c'est une montée, parce que quand on regarde le taux de positivité, ça augmente, il y a sur le R0 qui augmente, le nombre d'infectés qui augmente. Donc la vague, elle est là. Et donc si on dit qu'on va multiplié par 10, on est en présence d'une vraie vague. Donc là, le découplage, ça prend à peu près, pour le constater, être sûr, c'est 10 jours après. Parce que les cas graves, généralement, arrivent après 10 jours, en fin de compte. Mais jusqu'à présent, ce qu'on a regardé à travers le monde et ce qu'on a regardé les premiers jours au Maroc, ça reste en fin de compte découplé. C'est pour cela, cet optimiste est là. Et je reviendrai que vous avez posé une très bonne question. Est-ce qu'on peut parler de la même pandémie ? Est-ce qu'on peut parler de pandémie de mai, je dirais mars 2020, où on est en présence de quelque chose d'autre ? Dieu nous en préserve, vraiment. Voilà. Et donc, c'est quelque chose d'essentiel à se rappeler. Une question très, très importante, je pense, c'est très légitime, les gens vont dire. Si vous êtes toujours en présence du même variant, pourquoi les gens sont infectés ? Parce que généralement, quand c'est le même variant, vous avez développé une certaine immunité vis-à-vis de ce variant. Tout simplement parce que ça a été présenté dans un très bon article dans Cell. Avec le BA5, il y a une diminution de l'immunité vis-à-vis du BA5, même si vous avez une immunité naturelle à travers une infection avec le BA1 d'origine, même avec les vaccins. C'est pour cela qu'on voit une réémergence de ces infections, mais alhamdoulilah jusqu'à présent, avec le BA5 à travers le monde, et il y a ce découplage qui est vérifié. Il faudra juste le vérifier. Donc elle n'est pas suffisante. Notre immunité, ce que vous dites, n'est pas suffisante pour diminue protéger des nouveaux variants. Voilà, sous-variant BA5. Oui, des nouveaux sous-variants. Voilà, c'est très important. Il faut bien préciser, en effet, on n'a pas un nouveau il n'y a Omicron, pas de nouveau variant. Nouvelle lettre grecque, mais en tout cas c'est Omicron BA4 BA5. BA5 au Maroc. Je vais revenir à cette question des tests, messieurs. Parce que vous ne pensez pas que les gens ne se font pas tester parce que le test coûte très cher? Absolument. Ah, pourquoi vous vous dites ça tout gentiment et tout ça? C'est vrai. C'est mon rôle. J'opte pour la neutralité en ce qui me concerne. Mais est-ce qu'il ne coûte pas très cher? Je pense qu'il coûte cher et surtout, en fait, qu'à des là très clairement, en fin de compte, les personnes ne voient pas l'intérêt. En fin de compte, si on est vis-à-vis d'un rhume normal, pourquoi je vais payer 700 dirhams, 450 dirhams pour faire un test? Combien coûte un test? Je pense qu'on est à 500 maintenant. Non, 500 dirhams, c'est pour aller se faire tester dans un labo. Mais le labo, il achète le test à combien? Est-ce qu'il y a un contrôle là-dessus? Là, ça a été régulé en fin de compte, parce que je rappelle, la première fois, c'était vers 1000, après c'était 700, puis après l'État ça, c'était le Conseil de la concurrence qui était intervenu, qui avait fait une autosaisie sur les tests Covid. Anna, moi, je soulève le point de la production. Est-ce qu'on produit des tests PCR au Maroc? Alors, au Maroc, oui, il y a une compagnie Massir qui arrive à le faire, et le fait avec des tests. Mais ce qu'on utilise globalement, c'est des tests qui sont importés. Vous ne pouvez pas imposer aux laboratoires privés. Mais combien même? Est-ce qu'on a une idée sur combien coûte un test à l'importation? Vous voulez savoir la marge, en fin de compte, que se font ces compagnies, ces laboratoires? Ce n'est même pas sur le dos non seulement du citoyen, mais aussi des caisses d'assurance. Oui. Je ferai l'avocat de ces laboratoires très gentiment, en fin de compte, encore une fois, pour dire en ce moment, ils réclament que vraiment le test n'est pas très très cher, en fin de compte, pour le prix de revient. Très bien. Sivado, est-ce que vous avez une idée sur le prix de revient? Vraiment, c'est une question qui me taraude de l'esprit depuis quelques temps. C'est difficile, au fait, de répondre à cette question parce que, tout simplement, selon les laboratoires, la matière première, on appelle ça la matière première, c'est-à-dire les réactifs qui sont utilisés diffèrent d'un laboratoire à l'autre. Et donc, il y en a qui utilisent selon où ils importent ce matériel, ces réactifs-là, ça peut coûter le double ou le triple. Donc, c'est compliqué vraiment de comparer sérieusement, c'est compliqué de comparer. Mais je trouve personnellement, mais pour répondre à votre question, ces questions d'inflation, et on parle des prix des hydrocarbures et on essaie de comprendre. Non, je trouve que c'est cher. Moi, je trouve que c'est cher. Pourquoi on n'a pas une idée sur combien coûte à l'import un produit aussi important qu'un test PCR? C'est variable, parce que c'est variable, comme j'ai dit, d'un laboratoire à l'autre. Mais la fourchette ne doit pas être très large.
Ah non, 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 non. Pour tout ce qui est consommable, en fin de compte, ça dépend où vous voulez l'acheter. Là, il y a vraiment une différence très importante. Il faudra qu'on fasse une émission sur ça. Certainement. Parce que là, ça dépend où vous allez l'acheter. Ce qu'on réclame, nous, de notre côté, que ça soit le même standard, c'est-à-dire que ça soit un bon test. Ça, c'est essentiel. De toute façon, pour l'importer, il faut la validité Voilà. C'est très ou l'aval de l'agence du médicament. Voilà, l'agence du médicament, vous parlez déjà d'agence, c'est déjà pas mal. Mais je parlerai de direction médicament. De la direction du médicament. Pharmacie. Oui, parce que c'est resté, parce qu'on en parlait avant le début de cette émission et on va en parler à la fin, n'est-ce pas, de cette haute autorité de la santé et aussi de l'agence de médicaments, s'il nous reste du temps. Très bien. Donc, la question des tests réglée. Pas vraiment, mais bon. Alors, donc, est-ce que vous pensez qu'avec cette augmentation, si l'augmentation continue sur un trend haussier, est-ce que si on arrive au pic de la vague, il y aurait un retour aux restrictions sanitaires? Professeur Ibrahim. Moi, avec plaisir, je répondrai à ça. Les restrictions ne sont pas décidées au pic. C'est avant. Quand c'est lancé, en fin de compte, ce qu'il y a avec Omicron, c'est en fin de compte, si vous ne décidez pas de fermer dès la première pente qui augmente, ça ne sert plus à rien. Parce qu'en fin de compte, ça va accélérer rapidement. Exact. Et quand vous êtes au pic, vous allez juste en train d'attendre les résultats. Oui. Donc, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, c'est pour cela que, pour le Maroc, je pense non. Moi, je dirais mon avis très personnel, très, très clairement. Je pense en ce moment, il faut garder ce qu'on a sous la main. Ça se passe très, très bien. Il faut vraiment regarder comment ça va se faire, ce découplage. Et si ça se confirme, on n'a même pas, plus ou moins, à penser à ça. Je ne veux pas que les Marocains aient cette pression sur eux. Vous avez parlé de plusieurs choses, en fin de compte, de la guerre, en fin de compte, de l'inflation et tout ça. Je pense que je ne veux pas avoir cette pression de Covid. Pour le moment, on surveille très, très bien. On a des résultats qui sont très prometteurs, qui permettent de dire peut-être qu'on n'aura pas à prendre des restrictions et on ne prendra pas vraiment de restrictions. C'est mon avis personnel. Alors, ne pas prendre de restrictions, même si ce sont des rumeurs qui circulent aujourd'hui chez nos voisins européens. Est-ce que avec là il y a l'Eid, c'est une fête de famille où il y a beaucoup de rassemblements. Est-ce que c'est là où justement la vague avait explosé, enfin, le nombre de cas avait explosé au Maroc? Je parle bien sûr de l'année dernière. Est-ce qu'il y a des risques à ce qu'on connaisse peut-être aussi une explosion des cas, mais vu que ce n'est pas, en tout cas les symptômes ne sont pas très dangereux, qu'on se dise, on vit avec. Et voilà, et c'est comme ça. Non, mais je pense qu'il y a deux façons de gérer une pandémie ou une épidémie. C'est ou bien de se dire, je veux avoir 0 cas Covid. La Chine. Et je ne comprends pas pourquoi. Ils ont tenu cette stratégie. Et je trouve que ce n'est pas raisonnable. Ou bien le reste du monde se dit, je vais mesurer les pour et les contre. Je vais mesurer ce que j'ai comme nombre de cas et surtout les cas graves. Et tant que je n'ai pas un nombre élevé, ou c'est-à-dire un pourcentage très élevé en matière de cas graves, donc je ne vais pas prendre ces mesures de restriction qui, comme on le sait tous, impactent l'économie, la psychologie, surtout avec tout ce qu'on vit actuellement avec la crise en Europe et j'en passe. Donc, je pense qu'on est vraiment aujourd'hui, vu la situation économique aussi, mais vu la situation épidémiologique au Maroc, je pense qu'on est loin. Vraiment de ces mesures de restriction. Et donc, je pense qu'il faut rassurer les gens aussi. Je pense qu'il faut rassurer les gens qui se posent cette question à maintes reprises. Non, je pense qu'il faut les rassurer et leur dire que vraiment la situation épidémiologique aujourd'hui au Maroc ne nécessite absolument pas une fermeture. Je veux rebondir sur ça. Justement, il n'a pas vraiment rebondi sur ça, mais il va un peu dans le sens de l'argument de professeur Badou. C'est le ministre de la Santé, Khaled Aït Taleb, je le cite, « Le virus s'avère donc nuisible à l'économie plus qu'à la santé ». Fin de citation. C'est très courageux, en fin de compte, de l'entendre dire ça, parce qu'en fin de compte, je pense qu'en ce moment, c'est la vérité. En fin de compte, vous avez fait une comparaison, mais elle n'est pas vraie tout à fait. En fin de compte, je vais donner 2 arguments pourquoi je pense qu'il n'y aura pas de fermeture. En fait, en 2020, on avait
la réouverture et on est plus ou moins, on a eu l'Eid Kbir. Exact. En 2021, on avait une situation qui était pire parce qu'il y avait le Delta. C'est ça. Et le pic juste commençait, alors que là, on est déjà dedans. Très bien. Et avec ces deux cas qui étaient pires que la situation actuelle, maintenant qu'on connaît le virus, la pathologie, tout ça, les décideurs ont décidé de ne pas fermer et de laisser l'Eid Kbir et l'été. Oui, oui. Je pense, de point de vue gestion, c'est très clair que les décideurs, il n'y a aucune logique qu'ils vont fermer maintenant. C'est très très clair, surtout que la situation est meilleure par rapport à ces 2 dernières années. C'est quelque chose d'essentiel. La situation épidémiologique n'est pas comparable parce qu'on est en train de voir que le pic a commencé il y a quelques semaines, je dirais, sur la région de Casa et sur la région de Rabat. Là où il y a plus de testing, là il y a plus d'hôpitaux, il y a plus de cas de morts. Et on a vu que sur le terrain, sur ces 2 régions, ça marche très bien. Ce que j'espère, quand la vague va plus ou moins aller dans l'autre sens et va aller vers le nord, comme ça a été le cas pour Delta, qu'on n'aura pas de surprise. C'est tout ce qui reste à faire. C'est pour cela que je pense que la situation, si on compare les 2 Eid Kbir qui sont passés 2020 et 2021, celui-là, je pense qu'on est en meilleure position et je ne vois pas les rumeurs qui circulent pour dire qu'on va fermer. Voilà. Vous faites bien de rassurer parce que ces rumeurs circulent vraiment. Alors, est-ce que... Bon, ce n'est pas un nouveau variant, mais est-ce qu'on peut parler d'un phénomène, allez, voilà, pour être vraiment neutre, un phénomène saisonnier, cette Covid-19? On n'est pas là, je pense que Abdallah pourra répondre, on n'est pas là en fin de compte, parce que pour moi, la date fatidique, en fin de compte, ça serait le mois d'octobre-novembre. L'hiver, voilà, ouais, enfin, la veille d'hiver ou l'hiver. Voilà. Ouais. Parce que là, pour la première fois, on aura tous les virus respiratoires qui vont venir au même moment et voir ce qu'on va faire. Et donc c'est pour cela, pour moi, pour le moment, c'est pas vraiment, on ne pourra pas parler de saisonnalité jusqu'à cette période-là pour voir si ça va revenir à cette période et comment on va le confronter. Et c'est pour cela qu'il faudra se préparer au mois de novembre plutôt que de regarder maintenant. Professeur Badon. Ah oui, c'est clair. Non, il ne s'agit pas d'un virus à saison. Hein. Ça, il nous l'a déjà montré et démontré au fil des années, des 2 années passées, ou 3 presque. Non, il ne s'agit pas d'un virus qui forme ou qui produit des vagues uniquement en saison d'hiver et d'automne, non. Là, regardez ce qui se passe actuellement. Nous avons une vague, je peux confirmer, comme a dit mon ami Siazdine, nous avons une vague en plein été. Non, ce n'est pas un virus qui est... Et s'il mute? Écoutez, s'il mute, il peut changer de caractéristiques. Et s'il change de caractéristiques épidémiologiques, c'est-à-dire les caractéristiques, tout, il peut changer de tout. Il peut changer de virulence, il peut former une certaine échappement au vaccin, il peut changer sa biologie, il devient saisonnier, mais actuellement tel qu'il se présente, c'est pas un virus qui est saisonnier, c'est un virus qui peut apparaître à n'importe quel moment. Et je pense que ce qu'on a dit depuis quelques minutes est vrai. Là, probablement ce qui s'est passé, c'est que nous avons tout simplement un nouveau sous-variant qui a causé cette vague et qui diffère légèrement du sous-variant initial qui est le BA1 et qui était suffisant pour générer une nouvelle vague en plein été. Donc non, ce n'est pas saisonnier. Maintenant, pour revenir, je pense que lorsqu'on parle d'un sous-variant, il n'est pas différent à 100% bien évidemment du premier sous-variant. Donc le système immunitaire ne va pas complètement omettre ou ne pas reconnaître ce sous-variant, il va le reconnaître, mais partiellement. Et c'est pour cela qu'on voit apparaître cette vague, mais quand même le système immunitaire pourra le combattre un peu moins efficacement que le premier sous-variant, contre lequel le système immunitaire avait généré une réponse immunitaire, mais quand même pas suffisamment pour qu'il soit très très dangereux. Et c'est ce qu'on voit dans le schéma global de la situation épidémiologique que l'on voit aujourd'hui. Alors, schéma global de la situation épidémiologique qui nous mène vers le schéma global aussi de la situation de vaccination. Peut-être quelques chiffres aussi. Je vais me référer à ce document tout récent. Donc, les primo-vaccinés, 24 846 230 selon le ministère, et les 2 doses, 23 millions. Donc, on n'est pas très loin, 1 million entre les primo-vaccinés 2. Et à peine 6 500 000 Marocains
et marocaines ont eu 3 injections du vaccin. Il y a beaucoup de personnes qui s'éloignent un peu de la dernière dose qu'elles ont reçue. Est-ce que vous pensez que la campagne de vaccination est un peu au point mort? Mais je poserai la question autrement. Pourquoi on n'a pas réussi à faire la 3e dose ou la dose de booster? Je pense qu'il faut poser cette question très clairement. Elle est pourtant obligatoire. Obligatoire. On n'a pas réussi en fin de compte parce qu'on n'a pas bien géré pendant quelques semaines la campagne de vaccination. C'est ça la réalité. Parce que maintenant, on écoute sur les ondes des radios, il y a des spots qui passent sur les gens qui ont peur de la 3e. Voilà, la campagne, elle est toujours en cours. Hein. Mais est-ce que c'est une campagne efficace? C'est ça ce qu'il faudra se poser. Moi, je pense, c'est une campagne peut-être pour rattraper l'autre campagne qui n'était pas très efficace. Moi, je vais faire mon diagnostic est très cash en fin de compte. Je pense qu'on a fait avec la 3e dose, ou le booster, j'aime pas ce terme de 3e dose, c'est qu'on l'a relié. Oui, mais parce que booster, ça peut être 3e, 4e, 5e, voilà. L'obligation, en fait, les gens ont senti en fin de compte avec le booster qu'il y avait une obligation à le faire. On les a poussés à le faire à travers le pass sanitaire, le pass vaccinal. Et c'est en fin de compte. Le faire la même semaine, c'était une erreur. Il faut dire les choses comme elles sont. Il ne fallait pas qu'on, dans la même semaine qu'on parle de booster et que 2 jours après, on parle de pass vaccinal et une journée après, parler en fin de compte qu'il y aura obligation de faire la 3e dose, sinon vous n'allez rien faire au Maroc. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faudra jamais faire. Le timing dans une crise est très, très important. Ce qu'il fallait faire, et c'est ce qu'il faut faire maintenant que je veux dire, c'est le ciblage. À cette période-là, ce qu'il fallait faire, c'est dire, voilà, comme on l'a fait au départ, on va le faire maintenant. C'est-à-dire les gens qui meurent au Maroc en ce moment, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés. Vous avez la data sur ça? Ah oui, non, il y a le data. Ah non, je confirme. Il parle de Delta, il parle du variant Delta. Non, je vais dire que maintenant, par exemple, je prends les gens qui meurent au Maroc la semaine dernière. C'est très clair comme réponse. Les gens qui meurent, c'est des gens âgés, qui ont des maladies chroniques, qui ne sont pas vaccinés. C'est ce qui meurt au Maroc. Donc pour moi, ce qui est très clair, c'est qu'il faudra cibler ces gens-là. Il faudra faire du bon ciblage. C'est vrai que les personnes âgées sont les premières à ne pas se faire vacciner, ne pas prendre le booster chez nous. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit en fin de compte, les gens qui meurent, quand on analyse les chiffres, on dit les gens, il y a 10 personnes qui sont mortes. Et on essaie d'analyser pourquoi ils sont morts. Les caractéristiques sont très très claires. C'est des gens âgés ou avec des maladies chroniques et qui ne se sont pas fait vacciner. Quelle est la moyenne, justement, de ces gens-là sur les 10? C'est-à-dire la moyenne. Si on prend 10 décès... Ah non, je dirais, moi, j'irais plus loin. La plupart du temps, c'est les 10. Ah non, c'est très clair. Ah, c'est très clair. Ah, j'assume ce que je dis. Très bien. Données scientifiques. Ah non, j'assume ce que je dis. C'est important. Ah, j'assume ce que je dis. C'est pour cela que je pense la bonne approche et la bonne stratégie, c'est d'aller cibler ces gens-là. Parce qu'il n'y a aucune logique d'aller faire une campagne de sensibilisation pour vacciner quelqu'un de 35 ans qui voit pas l'intérêt du vaccin, même s'il est infecté, il sait qu'il va rien lui arriver et qui voit pas pourquoi il allait se faire vacciner pour protéger quelqu'un à 70 ans qui veut pas se faire vacciner. C'est une logique très très simple. C'est pour cela que nous, il faudra revenir dire voilà, on commence la campagne et je pense qu'il faut la préparer maintenant parce qu'on aura peut-être ce problème pendant l'hiver et dire voilà, les gens qui meurent c'est des gens âgés, maladies chroniques, au-delà de 60 ans. Il faudra vraiment cibler ces gens pour les faire. Mais pourquoi ne pas les cibler, ne pas rendre obligatoire pour le reste? Parce que maintenant, si on veut refaire son passeport, on a besoin du pass vaccinal. Voilà. C'est un fait. Et bon, donc si on doit refaire sa carte d'identité nationale, il faut la 3e dose. Il faudra même oser discuter ce pass vaccinal. Il n'y a aucun problème. Parce que l'État, quand elle a décidé qu'un Marocain ou un étranger, pour rentrer au Maroc, il a le choix entre d'avoir le pass vaccinal ou le test PCR, on est en train de parler de pass sanitaire. C'est ça la définition de pass sanitaire. Il était temps. Et donc, il était temps maintenant, même à l'intérieur du Maroc. Et je reçois plein de gens qui me disent pourquoi vous appliquez ça pour les gens qui arrivent, on ne l'applique pas au Maroc. Absolument. Et donc, c'est quelque chose qu'il faudra mener une discussion très apaisée. Maintenant, on peut le faire
Ah, bien sûr, il y a les décideurs, c'est pas moi qui va mener tout Mais ça. c'est vous qui menez les discussions avec les décideurs. Non, c'est pas ça. Nous, on donne des recommandations sur des questions scientifiques très pertinentes et très précises. Mais donc, il n'y a pas de dialogue avec les autorités. On est sous la tutelle du ministère de la Santé. Et ça Donc, reviendra. le dialogue n'existe pas. Non, je dirais pas ça. C'est pour cela, quand on reviendra à la fin, je pense que vous allez revenir à ça. Oui, à la haute autorité de de santé. Bravo, Khadija. Professeur. Merci, professeur. Professeur Bado, sur cette question de vaccination. Non. Je vais rester sur la vaccination. Alors maintenant, il y a des personnes qui ont reçu la dernière dose, disons, en octobre dernier. Est-ce qu'il faut qu'elles se revaccinent, elles se refassent vacciner? Est-ce que la troisième dose, elle est obligatoire. Mais la quatrième dose, est-ce qu'on se dirige vers une quatrième dose? Est-elle nécessaire? Regardez, je pense que vous avez posé une question tout à l'heure par rapport à pourquoi ce pseudo-refus de la troisième dose par la population marocaine. Je pense qu'il y a une confusion. Moi, je pense qu'il y a une confusion, effectivement. Il y a une confusion autour de la vaccination. Pourquoi? Parce que les gens se disent, pourquoi je vais me vacciner? Si je me vaccine, je vais quand même attraper le virus. Si je me vaccine, je vais quand même transmettre le virus. Donc, il y a beaucoup de questions. Si je viens d'être infecté naturellement, ça veut dire que pour d'autres pays, c'est l'équivalent d'une dose de vaccin. Au Maroc, non, c'est pas l'équivalent d'une dose de vaccin. Donc, il y a beaucoup de confusion autour de la vaccination. Si je me fais vacciner, je dois attendre combien de temps pour éventuellement une quatrième dose? Oui. Donc, il y a plusieurs questions qui sont posées qui ne sont pas claires. Mais même le process n'est pas clair. Par exemple, dans certains pays européens, le pass est valide même jusqu'à 9 mois après l'administration de la deuxième dose. Ce n'est pas le cas chez nous. Nous, il n'y a pas de date exacte. Il faut faire la deuxième dose. Et de toute façon, même si on l'a fait et qu'on a eu le Covid entre-temps, 4 semaines plus tard, il faut se faire injecter la troisième dose. Donc, chez nous, si on fait la Covid, c'est-à-dire on a 2 doses, on a pris 2 doses, et on a fait la Covid, on attend uniquement 4 semaines et on se refait. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, et ça aussi, c'est un peu. Si quelqu'un vient de faire la Covid et que vraiment il a eu des symptômes assez prononcés. Et donc, c'est pour cela que j'ai dit, à mon avis, il y a beaucoup de confusion autour de la vaccination. Et ça, c'est quelque chose que, à mon sens, il va falloir repenser le protocole de manière. Et le réactualiser aussi. Parce qu'aujourd'hui. C'est même pas une question de communication, finalement. C'est pas que la campagne de communication qui a entouré la vaccination, la campagne de vaccination, mais aussi, il s'agit aussi de la vaccination en elle-même. Quoi. Non, mais regardez, il y avait un protocole au départ qui préconisait prendre un vaccin absolument et ne pas prendre en considération quelqu'un qui a eu une infection naturelle. Aujourd'hui, on le sait scientifiquement qu'une immunisation naturelle est également valable. Et plusieurs pays prennent en considération cela. C'est vrai. Et nous, on n'a pas réactualisé ça. Donc, quelqu'un qui vient d'avoir l'infection, il va se dire, comment je fais? J'ai eu 2 doses et j'ai eu l'infection. Est-ce que je suis la France ou je suis le Maroc? Oui, je suis le Maroc parce que je suis au Maroc. Mais scientifiquement, mais je pense que vous n'osez pas quand même. Oui, bien sûr. Vous n'osez pas se poser la bonne question. Est-ce qu'il est toujours valable d'avoir le pass vaccinal? C'est tout bête comme question que je trouve. C'est en fin de compte parce que ça va résoudre tous ces problèmes-là dont on est en train de parler. C'est en fin de compte, ça deviendra, comme on dit, la responsabilité devient un peu personnelle en quelque sorte. Chacun regardera de son côté s'il a besoin de faire une deuxième dose, troisième dose. Parce que vous oubliez de l'autre côté, il y a des gens qui demandent à faire une quatrième dose. Il y a des gens que je reçois pour dire que, par exemple, je suis diabétique et je pense que le vaccin est bon. Et quand j'ai lu les articles, ils me disent 6 mois ou 9 mois. Et maintenant, après 9 mois, je veux avoir ma quatrième dose. Mieux que ça ou pire que ça. Il y a des gens qui veulent partir en Corée. Et en Corée, si vous n'avez pas une troisième dose, après 6 mois, elle est plus valable. Oui. Vous avez besoin de faire une autre Non, mais dose. j'ai l'impression qu'on c'est comme la carotte et le bâton. C'est-à-dire maintenant, c'est le bâton qui marche. Et parce qu'on a besoin de voyager, parce qu'on a besoin de faire des papiers, parce qu'on a besoin de... Il ne faut pas le faire. Moi, à mon avis personnel, je suis très, très clair. Oui, mais bon, c'est la règle. Non, la règle, c'est quoi en fin de compte? Je pense
qu'on est en train, maintenant, avec une discussion très apaisée, je pense que le pass vaccinal, peut-être il a fait ou il n'a pas fait correctement les choses, ça on n'en parle plus, mais ce qu'il faudra regarder l'avenir. Comme on est en train de dire, ça devient une responsabilité personnelle de chacun de se tester, de se faire traiter et aussi de faire poursuivre ces médicaments, c'est-à-dire les prescriptions. Il faudra revenir à ça et dire voilà, on passe un pass sanitaire en premier lieu, puis après, pourquoi pas, par la suite, comme la plupart des pays qui l'ont fait, l'Arabie Saoudite, le Danemark, l'Italie, la France. Généralement, quand on parle de France, les gens disent oh, vous êtes en train de suivre en France. C'est exprès que je donnais d'autres exemples. Les gens ne disent pas, c'est un fait. Là, voilà. Mais nous, on l'a pas fait. Je peux défendre ça. Mais je veux dire pour dire clairement, en fin de compte, au Maroc, en regardant ce qui se fait du benchmarking à l'international, je pense qu'on peut oser et dire voilà, on va revenir à une vie normale et les gens, chacun regardera de son côté ce qui est meilleur pour lui et l'État donnera des recommandations dans ce sens. Et on ne reviendra plus à ces questions première dose, troisième dose, quatrième dose. Donc vous préconisez que on fait comme les autres. Voilà, c'est très simple. Oui, ou on suspend le pass vaccinal, clairement. Pourquoi pas, je pose la question. Pourquoi pas? Avec des arguments très clairs. Au lieu d'avoir cette discussion qu'on s'en sort même pas, de dire est-ce que on peut considérer une première infection est bonne, la deuxième infection n'est pas bonne, la troisième, et tout ça, mettre sur le table, dire voilà, qu'est-ce qu'on a réalisé avec le pass vaccinal, est-ce que c'était bien ou pas, c'était efficace ou pas, qu'est-ce qu'on a réalisé. Mais tout ça relève de l'autorité ministérielle. Donc même si vous avez fait, est-ce que vous avez, voilà, une question que je vous pose, sur la question que vous avez vous-même posée, très bonne question d'ailleurs, est-ce que vous avez mis ça sur la table du ministère, du ministre en l'occurrence, sur le pass vaccinal, sur la non-nécessité de maintenir ce pass vaccinal? La question n'était pas posée, mais je répondrai du point de vue scientifique. Ça a été discuté de partout. C'est en fin de compte, est-ce qu'on peut considérer une infection comme une dose? Ça a été discuté scientifiquement et c'est très clair que ça peut être maintenant, c'est prouvé. Hein. Oui, et donc là, c'est les gestionnaires, c'est eux de voir qu'est-ce qu'ils décident de ça. Très bien. Un dernier mot là-dessus pour qu'on passe aux gestionnaires. Oui, donc, mais en fait, je l'ai dit, il y a une confusion autour de la vaccination. Ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut se poser la question, lorsque CSD tout à l'heure a bien expliqué, et ça c'est prouvé scientifiquement à travers le monde, qu'aujourd'hui, les maladies graves, c'est surtout une catégorie d'âge, c'est surtout les maladies chroniques, les personnes qui... Donc, pourquoi on oblige quelqu'un qui a 20 ans de faire 3 doses aujourd'hui? Même 40, s'il est en bonne santé. Non, mais je veux dire, je donne l'extrême, quoi. Je donne 18 ans ou 20 ans, mais la même chose à 50 ans. Absolument, absolument. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de... Surtout si la personne a eu le Covid. Et je reviens à ce qu'a dit Ciasdine, c'est très important. Regardez, je pense que si l'on revoit un peu notre manière de voir le pass vaccinal ou sanitaire, ou ce qu'on veut, comme on veut l'appeler, et que on lève cette obligation et que l'on explique aux gens et on passe de ce qui est responsabilité collective à une responsabilité individuelle, je pense qu'on gagnera énormément, y compris en matière de personnes qui sont vraiment à risque, qui doivent aller se faire vacciner pour se protéger. Je pense qu'on gagnera énormément. Oui, surtout de responsabiliser finalement le citoyen. Et ça y serait la meilleure sensibilisation, la meilleure communication à faire. Je dirais parce que, pour revenir, pourquoi on vaccinait, les gens vont poser la question, pourquoi on vaccinait les gens de 30 ans, 40 ans? Parce qu'il y avait la pandémie, il y avait vraiment une contamination très large, et donc on était au pic de la pandémie. Oui, maintenant, quand on reprend la courbe de la pandémie, je dirais que le pic de la pandémie était le delta. C'est ça. Ça, en fin de compte, si je reviens, Yuan, puis après, il y a eu le D614, puis l'alpha, le delta, puis après, on est en train de chuter avec Omicron, avec le BS. C'est une évolution normale d'un virus et il faudra s'adapter à ça. Oui, mais Ciasdine, on les immunisait et l'immunisation ou la vaccination n'évitait pas la transmission du virus aux autres. Donc finalement, tu vois, et on s'est rendu compte plus tard que la vaccination n'inhibait pas ou n'arrêtait pas la transmission du virus de quelqu'un qui est vacciné à la personne qui n'est pas vaccinée. Parce et vice-versa. En train d'analyser avec les connaissances qu'on a maintenant. Non, mais c'est ça ce que je veux dire. C'est pour cela que je dis... Maintenant, on a des connaissances. Exactement. On a des connaissances. C'est ça ce que je suis en train de dire. Exactement ce que je suis en train de dire. Des décisions en fonction. On ne va pas rester sur les décisions d'il y a 3 ans, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on a d'autres... J'espère en tout cas que ces paroles très sages venant de scientifiques trouveront oreille du côté
des autorités. Alors en parlant d'autorité, et c'est d'actualité aujourd'hui également, c'est la création d'une haute autorité de la santé au Maroc, un peu comme la HAS, la haute autorité de la santé en France. C'est une bonne nouvelle, surtout quand on est dans un chantier de généralisation de couverture médicale obligatoire, mais aussi, et qu'on est depuis quelques années dans le chemin d'une réforme de notre système de santé. Professeur Ibrahim. Bon, bien sûr, moi je suis très content de cette nouvelle. En fin de compte, la déclaration de la primature était très très bonne parce qu'il y avait 3 décisions qui sont très claires. En fait, la création de la haute autorité de santé. La deuxième chose, c'est l'agence du médicament qu'on attendait depuis des années. Je pense que vous en avez parlé avec plein de gens autour de cette table. Et la troisième chose, parce que je pense qu'avoir une agence de sang au Maroc, c'était quelque chose d'essentiel. Pour la haute autorité, ça répond à plusieurs questions que j'ai eues à travers vous. C'est en fin de compte pourquoi vous ne parlez pas, pourquoi vous ne sortez pas d'informations du comité scientifique, pourquoi vous ne faites pas plein de critiques. Et en fin de compte, la haute autorité de santé serait là, plus ou moins pour donner un avis impartial, scientifique, très clair, pour regarder les stratégies en fin de compte qui sont menées et qui ne vont pas changer chaque fois qu'on va changer de ministère, et aussi revenir avec, je pense, si j'ai bien compris la déclaration du pour garantir la continuité et la qualité de la politique nationale en matière de santé, l'élaboration de guides de formation et de bonnes pratiques dans le domaine médical. Voilà, ça c'est très très important. Parce que quand vous dites formation, est-ce que ça a à voir avec le fait qu'on décide aujourd'hui au niveau du ministère de l'enseignement supérieur de réduire, par exemple, la durée des études en médecine. Bien sûr, je pense que ça devait avoir une très bonne discussion pour le décider. Je pense qu'il ne faut pas sortir ce genre de décision. Je crois qu'il y a eu des discussions, mais entre les 2 ministères peut-être. Voilà, c'est bien. Mais je pense que la haute autorité serait vraiment quelque chose, la place pour avoir une très bonne discussion avec plusieurs intervenants de façon partielle et dire, voilà, réduire d'une année, est-ce que c'est bien ou pas? Plus ou moins la formation qu'on est en train de donner. Et c'est ça dont je veux revenir. Je pense plein de gens sont en train de parler de ressources humaines et tout ça. Moi, je ne parle pas de chiffres. Ce qui m'inquiète... Oui, mais il manque quand même 35 000 médecins au Maroc. C'est pas ça, je dirais plus. Parce que vous êtes en train de parler que de médecins. Mais quand vous parlez de corps médical, c'est combien? C'est 97 000. Oui, parce que 30 000 est le double chez les infirmiers, par exemple. Voilà, 97 000. Pire que ça, c'est quel médecin qu'on aura en 2030. Ça, c'est très important. La qualité de ce qu'on enseigne. Et je pense que la haute autorité aura une vision indépendante pour regarder ce qui se fait à l'international, de ce que fait vraiment au niveau national, dans le contexte marocain, revenir avec des recommandations très très claires. Et je pense que c'est vraiment... Est-ce que c'est l'indépendance de cette autorité? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est relatif à la santé dépend du ministère. Voilà, ce qui vient avec l'agence du médicament. C'est une critique que tout le monde a formulée depuis longtemps. Parce que comment le directeur de la direction médicaments pharmacie est sous la tutelle du ministère de la Santé. Vraiment. Et donc, c'est pour cela que c'est très important. À quoi sert finalement cette DMP, quoi? Voilà. Ça se posait cette question. Il a fait beaucoup de belles choses. Je ne vais pas dénigrer. Ce que je veux dire, si elle n'a pas d'indépendance, si cette agence n'est pas indépendante... Et moi, je pense que ces 3 choses, c'est formidable. Je vais mettre plus de pression. Je mettrai, quand on aura ces agences, haute autorité, je pense qu'il faut le faire le plus rapidement possible. Parce que vous avez touché la formation, moi, et Sardla aussi est formateur, je pense que c'est quelque chose de très très important. Parce que ce qu'on regrettera un jour, et je ne veux pas qu'on le regrette, c'est qu'on n'aura pas vraiment... On aura besoin de technologie, on aura besoin d'expertise et d'expérience, on aura besoin de formateurs et on n'aura pas de formateurs au Maroc. Professeur Badou, un mot sur cette haute autorité de la santé. Et je vais juste rappeler qu'il y a aussi la mise en place de l'agence marocaine du sang. Que nos stocks en sang sont... Je dirais les chiffres. En fait, il y avait un ministre qui est sorti, qui a dit qu'on avait 4 jours de stock. 4 jours, oui. Et 4 jours de stock. Des fois pas 4, des fois 3. 4 jours de stock, moi, je lui fais confiance. Je ne vais pas douter de ces chiffres. Mais je me dis, moi, je ne vois pas pourquoi il n'y avait pas le levé de bouclier, parce que 4 jours, c'est vraiment, on est en train de parler de la sécurité sanitaire d'un pays. Ça fait peur. Non, mais on parle de vie, de personnes, professeur Ibrahim, au-delà de la sécurité. Voilà. C'est au-delà de la sécurité, c'est vraiment des vies qui dépendent de ce sang. Et donc là... Et maintenant, vraiment qu'on voit des posts sur les réseaux sociaux qui demandent, s'il vous plaît, mon père a besoin de tel... Pourquoi on en est là?
Ben non, on a... Parce que les Marocains, on connaît la générosité des Marocains pour donner de leur sang. Mais pourquoi on manque autant de sang? Il y avait plein de réponses à ça. J'avais posté un post et il y avait plein de gens qui répondaient des questions sur le ça. On peut faire une émission sur ça. Oui, beaucoup d'émissions à prévoir avec vous cette fin de saison, professeur Ibrahim. Professeur Badou, juste sur cette haute autorité de la santé. Est-ce qu'avec une haute autorité de la santé, est-ce qu'on aura toujours besoin d'un ministère de la Santé? Quel serait le rôle d'un ministère avec une haute autorité de la santé complètement indépendante? Pareil pour l'Agence du médicament et aussi pour l'Agence du sang. Oui, ces entités sont extrêmement importantes. Je pense que le Maroc est sur la lancée, mais on a besoin de ces autorités-là. Comme a dit Ciazdine, c'est extrêmement important d'avoir une entité indépendante qui pose les jalons, qui pose la vision, la stratégie. Et quel que soit le ministère, ils sont là pour, en principe... Le ministre, plutôt. Le ministère ou le ministre... À chaque fois qu'il y a un ministre, il y a une nouvelle réforme, non, une mais nouvelle stratégie. Donc, une fois que la vision est bien pensée, en matière de formateurs, en matière de formation, en matière de... toutes les visions globales. Donc, et ça, c'est pas qu'en santé. On parle de l'éducation, on parle de la recherche, on parle de... Donc, il nous faut des visions, et ces visions ne peuvent être opposées que par une autorité qui est indépendante, qui est bien réfléchie, qui est indépendante au vrai sens du mot. Et si elle est vraiment indépendante au vrai sens du mot, je pense qu'on réussira. Qu'est-ce que vous entendez par au vrai sens du mot? Une indépendance. Mais déjà, elle ne dépend pas du ministère. Mais quelle autre indépendance? Une indépendance. Bien sûr, au Maroc, on a plein de conseils qui sont très indépendants, qui donnent leur avis et tout ça. Je pense qu'on peut mimer sur ça et il n'y a pas de problème avec ça. Je pense qu'on peut avoir une indépendance financière, administrative, de parole aussi, de communiquer, tout ça. C'était très, très important. Et je pense que ce qu'on a compris avec la Covid, c'est ça, en fin de compte. Comment, selon vous, vraiment, elle pourrait remplir son rôle pleinement, cette agence, cette haute autorité de la santé, et que ce ne serait pas une perte, j'ai envie de dire, d'efforts et d'argent? Non, et pour dire, en fin de compte, c'est pas quelque chose qu'on crée pour la première fois. Je pense qu'on peut faire du benchmarking avec la haute autorité française. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est pas grave. Et nous, ça me dérange pas quand on fait du benchmarking. La deuxième chose, en fin de compte, c'est des recommandations qui sont données. C'est pas imposé, en fin de compte, au ministère, ni à la primature, le chef du gouvernement. C'est, en fin de compte, c'est un conseil qui est pris en considération, une recommandation qui est prise en considération avec d'autres recommandations, d'autres intervenants. C'est quelque chose d'essentiel. Je pense que ça impose, et je pense qu'on a le Conseil supérieur de l'éducation nationale, il y a le Conseil maintenant qui va sortir de la recherche scientifique, il y a beaucoup de conseils qui sont là, et la haute autorité peut-être pourra jouer un rôle très très important de façon indépendante et pour permettre au ministère de la Santé, qui est le gestionnaire, qui restera le gestionnaire en fait. Vous pensez que, par exemple, pour le comité scientifique et technique, ça aurait été plus judicieux, prudent, peut-être même... plus efficient s'il était indépendant du ministère? Je dirais que la logique des choses, on n'avait pas de comité scientifique auparavant. C'est que l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Donc on a créé quelque chose, on a créé un comité scientifique et il a fait son travail. Et donc l'ambition de tout le monde, c'est en fin de compte d'avoir cette autorité, bien sûr, c'est quelque chose. Et je pense même parce que les Marocains sont là, on connaît les Marocains, chaque fois qu'il y a quelque chose d'officiel et tout ça qui est imposé par quelqu'un, ça ne marche pas. S'il y a quelque chose d'autorité avec des gens qui ont de crédibilité, ça marcherait certainement. Très bien. Juste peut-être un dernier mot pour clore cette émission, surtout sur cette agence du médicament et sur le fait aujourd'hui qu'on dispense d'une bonne formation adéquate pour les urgences de demain au niveau de nos universités. Puisque vous avez parlé de formation tout à l'heure, on finit sur cela, professeur Badou, et sur le fait qu'on aspire à une souveraineté sanitaire, il faudra la matière grise derrière. Exactement. Je pense qu'on l'a tardé un peu malheureusement, mais je pense qu'il est temps, ça s'impose. Il faut la création de cette agence de médicaments le plus rapidement possible, comme a dit mon ami Ciazdine. Donc, il faut la créer le plus rapidement possible parce qu'on en a besoin. Le Maroc est sur la lancée. Sur plusieurs plans, enfin je parle du plan de la santé, enfin sur le volet santé. La politique pharmaceutique nationale, est-ce qu'on a vraiment une politique pharmaceutique nationale à jour? Ça vous fait sourire.
C'est ça. Ça revient. Et vous êtes directeur du laboratoire d'immunogénétique. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les profils pour... C'est pour ça que je suis revenue à la formation. Est-ce qu'on a des profils à même de développer des molécules Non, mais c'est ça, lorsqu'on a parlé des autres autorités ou des agences, c'est une vision, on parle d'une vision. Quelle formation on envisage? Quelle ingénierie de formation on envisage? Lorsqu'on prépare une formation donnée, c'est pour quel objectif? C'est ça l'objectif, c'est ça l'idée derrière ces agences finalement, ou ces autorités. Je suis en train de former, pourquoi finalement je suis en train de former? Je forme parce que j'ai une vision à court terme, à moyen terme, à long terme. Voilà ce à quoi je veux arriver. Et ça, si nous n'avons pas des agences et des autorités indépendantes qui sont en train de faire la stratégie du pays, établir la stratégie du pays à court, moyen et long terme, parce qu'on est en train de former des gens pour ne pas avoir un boulot par la suite, tout simplement, parce qu'on a formé on a donné la mauvaise formation. Exactement. Je pense, un dernier mot, en fin de compte, il y a un très beau document, en fin de compte, c'est le nouveau modèle de développement. C'est ça, j'allais conclure avec. Voilà. On est sur la même longueur d'onde, justement. Et quand nous avons on regarde un le deuxième axe, quand on le regarde, comment il est agencé? Il est agencé en parlant de la formation, de l'université, de la recherche scientifique et de la santé. C'est ça. C'est tout dit. Déjà, ils sont dans le même axe. C'est bien de le préciser. Merci beaucoup, professeur Azzedine Ebrahimi, professeur Abdullah Baddou. Toujours un enrichissement d'échanger avec vous dans le cadre de cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de votre fidélité. Très bonne soirée.